présent la semaine dernière par rapport à la menace de guerre qui touche l'Iran. Nous avons également participé il y a un peu plus d'un an à la mobilisation contre la venue de Donald Trump à Paris. Nous nous impliquons évidemment dans la lutte auprès du peuple palestinien qui est donc victime de l'impérialisme sioniste, entre autres. Bref, nous sommes également sur ce terrain anti-impérialiste parce que dans le fond, les guerres impérialistes, la fascisation, la casse des conquis, tout ce que l'on a dit, c'est profondément lié. Et finalement, le pouvoir macronien qui est en place, qui fait suite à ce qui existait déjà, se situe dans presque un paroxysme, encore qu'il ne faut jamais jurer de rien et qu'on peut avoir toujours pire derrière. Donc je pense que c'est très important de bien montrer le lien qui existe entre ces trois combats que nous menons sur le terrain social à l'heure actuelle, sur le terrain de la lutte contre l'eurofascisation qui est en train de frapper et qui a pour conséquence de déboucher sur des mutilations, des éborgnements, des arrestations, une sévère répression envers les gilets jaunes, les syndicats, les lycéens, les étudiants, les hospitaliers, les pompiers, enfin bref, on pourrait faire la liste, elle est tellement longue. Et puis bien entendu, comme on l'a dit, ces guerres impérialistes, justement, parce que c'est souvent lié toujours, évidemment, l'impérialisme stade suprême du capitalisme. Vous savez très bien qu'il a écrit « Je n'invente rien » en disant cela. Et comme nous sommes donc le 2 février, effectivement, et qu'on parlait justement de la fascisation, nous rendons hommage également aujourd'hui à la grande victoire qui a été obtenue par l'armée rouge à Stalingrad, une victoire qui est salie, bafouée par les révisionnistes de l'Union européenne, par également nos élites politiques, économiques évidemment, mais je tiens à signaler que ce n'est pas la première fois que nous nous élevons contre ce texte ignoble qui a été adopté le 19 septembre 2019 par le Parlement européen, adopté d'ailleurs par les députés de l'extrême droite, cela va de soi, par la droite conservatrice également, mais également par des députés écologistes et socialistes, ou dit-elle du moins, qui n'hésitent pas à voter de la même manière donc, que l'extrême droite et qui estiment que dans le fond, le communisme équivaut au nazisme. Ben pour nous, non, bien sûr, nous sommes engagés dans ce combat que nous avons d'ailleurs mené une première fois le 9 novembre dernier devant l'ambassade de Pologne, pays ô combien symbolique en termes de fascisation et de lutte anticommuniste. Et à cette occasion, notre camarade Manon s'était exprimée pour les JRCF et elle va de suite prendre la parole pour les JRCF mais aussi pour le PRCF d'Île-de-France pour rendre hommage, donc gloire à Stalingrad et gloire aux libérateurs de l'Europe contre le nazisme, contre le fascisme et contre tous les collaborateurs de tous les pays d'Europe. Il a déjà dit beaucoup. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le 19 septembre dernier, le Parlement européen a voté une résolution qui est donc un acte juridique à caractère non contraignant, mais appelant à être par la suite mise en œuvre par la Commission et par le Parlement d'un point de vue législatif, sur l'assimilation du communisme au nazisme. Cette résolution, du coup, si elle devait prendre justement une valeur contraignante, interdirait l'utilisation de tout symbole communisme et mettrait communiste, tels que la faucille, le marteau, les drapeaux rouges, le sweat de Fatih, et conduirait en fait à rendre le Parti communiste et tout mouvement communiste interdit au sein des pays de l'Union européenne, comme elle l'a été par exemple en République fédérale d'Allemagne ou aujourd'hui en Pologne, où les communistes sont persécutés. Cette résolution, qui prétend lutter contre le fameux totalitarisme d'Hannah Arendt, n'est-ce pas, élève d'Heidegger par ailleurs, qui était un philosophe nazi, en réalité vise davantage le communisme, le socialisme, que le nazisme. Parce que le Parlement européen s'accommode très bien de tous ces gouvernements d'extrême droite qui apparaissent aujourd'hui en Amérique latine, avec un soutien du Parlement européen à Juan Guaido, au Venezuela, qui prétendait renverser le président démocratiquement élu Nicolás Maduro, soutenu par des cartels colombiens et par la CIA, et qui entendait revenir sur tout le régime social, obtenu par Chavez puis Maduro, pardon. On peut aussi penser d'ailleurs à Morales, également démocratiquement élu, qui a fait l'objet d'un putsch fasciste, qui n'a rien à envier à celui de Pinochet, où on appelait à revenir sur les droits obtenus par les Indiens
et à mettre en place un système ultralibéral. On peut penser à Jair Bolsonaro au Brésil, qui est un apologète de la dictature militaire extrêmement féroce qu'a connue le Brésil et qui dit que l'erreur de cette dictature n'a pas été de tuer mais de torturer, et qui donc laisse présager un bon avenir pour le Parti communiste brésilien. D'ailleurs, il a entendu viser tous les militants syndicaux qui s'étaient sentis, d'après lui, beaucoup trop libres sous Lula puis Rousseff en disant qu'il ne ferait pas de Lonzo chez lui. Mais on peut aussi penser plus proche de nous à l'Union européenne, où sévissent des gouvernements ouvertement fascistes, où des partis fascistes aujourd'hui se répandent dans tous les pays de cette Union européenne prétendument libérale, des partis fascistes qui prétendent lutter contre l'immigration sur des bases culturelles et raciales. On peut penser à la Pologne, qui interdit le Parti communiste polonais. On peut penser à l'Ukraine, où des néo-nazis sont au pouvoir. Donc vous voyez, le fascisme n'est pas très loin de chez nous. En réalité, le fascisme étend ses ailes noires un peu partout dans le monde actuellement. Et que dire de la France, qui est prétendument un des derniers parangons de libéralisme et de démocratie bourgeoise avancée, mais où la police de Macron, qui se constitue désormais de plus en plus en milice, on peut voir l'affaire du sinistre Benalla, éborgne en effet chaque samedi des gilets jaunes pourtant pacifistes, qui sont effectivement éborgnés, qui sont démembrés, qui sont blessés pour exercer un simple droit constitutionnel finalement, qui est celui de circuler et de manifester. On peut penser à cette France de Macron dont la justice persécute les militants syndicaux. On l'a vu d'ailleurs dans le cas d'Élise Batignolles. On interdit à des femmes de manifester devant leur lieu de travail alors qu'elles ne causaient strictement aucune violence. On peut penser à ce démantèlement du droit du travail auquel Macron s'est attelé d'abord sous Hollande puis sous sa présidence, avec la casse de nos retraites qui ont été obtenues pourtant par la résistance, par le CNR dont il se revendique. Oui. Donc on pourrait désespérer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le 77e anniversaire de la victoire de Stalingrad. Et par cette victoire, l'armée rouge, des paysans et des ouvriers soviétiques reprenait définitivement, après 6 mois de lutte acharnée, qui causèrent du côté soviétique plus d'1 million de morts, donc bâtiment par bâtiment, rue par rue, quartier par quartier, l'armée rouge a repris cette ville de Stalingrad, ce qui est un tournant stratégique extrêmement important dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui fit dire à Léon Landini, notre président, que avant Stalingrad, ils croyaient vaincre, qu'après Stalingrad, ils étaient sûrs de vaincre. Ils en avaient désormais la certitude, tant le tournant géostratégique a été important. Et ce tournant géostratégique, il devrait nous donner espoir aujourd'hui. L'espoir que les communistes, les socialistes et le peuple se battant contre le joug du fascisme, qui effectivement semble s'étendre partout, peut vaincre parce que le monde entier ne peut pas indéfiniment accepter l'esclavage et accepter l'infamie, la barbarie fasciste. Et aujourd'hui, il est du devoir des communistes de préparer un nouveau Stalingrad. Avant Stalingrad, l'armée nazie semblait invincible. La Wehrmacht s'était considérée comme l'armée la plus puissante du monde. Elle était extrêmement armée. Elle était aidée par tous les industriels de l'armement allemand, les Krupp et toute cette équipe. Et malgré ça, l'armée de l'Union soviétique a vaincu. Et malgré ça, ensuite, les résistants du monde entier ont réussi à vaincre le fascisme. Aujourd'hui, soyons dignes de ce sacrifice de Stalingrad pour que leur combat n'ait pas été vain. Et le fait que ce combat n'ait pas été vain nous montre qu'il est possible et nous montre que nous pouvons vaincre. Je reprendrai pour finir les mots de Fidel Castro, Patria o muerte, venceremos. Merci Manon, et qui
en plus, c'est vrai, elle l'a signalé parce que, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le 17 novembre dernier, nous étions auprès des camarades boliviens au Trocadéro pour témoigner évidemment de notre solidarité contre tous ces coups d'État fascistes qui interviennent donc en Amérique latine. Et ne jamais oublier justement, tu l'as précisé, que lorsque l'on se bat pour Cuba socialiste, que lorsqu'on soutient Cuba socialiste, lorsqu'on soutient le Nicaragua sandiniste, la Bolivie de Morales, enfin, malheureusement plus de Morales là, mais lorsque nous soutenons les camarades boliviens également, le Venezuela bien sûr, bolivarien, nous nous battons non seulement pour eux, mais également pour nous. C'est aussi un moyen de nous défendre. Les défendre, c'est également nous défendre, et il faut toujours l'avoir en tête, parce que c'est ça aussi l'internationalisme. C'est l'internationalisme. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène, et justement c'est ça que nous faisons ici. Merci.